Quatrième chapitre, 1809-1810, partie 2. Le 2 février, je fus nommé sous-lieutenant, et à ma grande joie, dans ma compagnie même. Je pris de suite le service, mais ne devais avoir confirmation de mon grade que le 27 décembre, après la funeste campagne de Portugal. Quand la brigade arriva à Salamanque, le maréchal Ney était de retour de Paris. On m'a même assuré qu'il se trouvait chez l'empereur lorsque le rapport sur le combat de Tamamès arriva, et que sa majesté lui avait dit « Si vous étiez resté à votre poste, votre corps d'armée n'eût pas éprouvé cet échec ». Tous les officiers allèrent lui faire une visite de corps, et il félicita le 69e et le 6e léger de leur brillante conduite devant l'ennemi. À la grande satisfaction des officiers du 3e bataillon, il remercia notre commandant, M. Dutoya, d'une façon particulière et lui dit « Commandant, c'est à votre habileté et à la bravoure de votre bataillon que je dois la conservation de plusieurs centaines de mes soldats et de mon artillerie. » Le lendemain, on toucha 12 jours de biscuits, et le 10, nous nous mîmes en route pour Ciudad Rodrigo, où, d'après ce qu'avait assuré un certain Espagnol au maréchal Ney, nous devions entrer sans coup férir. Nous arrivâmes le 13 devant cette forteresse, mais les portes en restèrent closes. Étant allés avec le capitaine Calais sur un point dominant pour mieux découvrir les fortifications, nous fûmes salués par quelques boulets et 3 ou 4 coups de mitraille qui faillirent nous faire payer cher notre curiosité. On envoya un parlementaire au gouverneur qui, n'ignorant pas qu'il nous fallait d'autres préparatifs pour entrer dans la place, ne fit guère attention à nos propositions. Quelques compagnies de la garnison sortirent et tiraillèrent toute la journée. Le régiment resta 2 jours au bivouac dans les champs, hors de la portée du canon, et nous eûmes extrêmement froid car le bois était rare. Les maraudeurs rapportèrent peu de choses. La veille de notre départ, on fit jeter pendant la nuit une centaine d'obus sur la ville. Le peuple dut être alarmé car on entendit un grand brouhaha et des cris perçants. Nous prîmes finalement la route de San Felices et de Ledesma, mais pendant que la 2e division retournait à Salamanque avec le maréchal et que 3 régiments de notre division allaient à Ledesma, le régiment fut arrêté à Vitincondino, où il cantonna, ainsi que dans plusieurs petits villages environnants. Le 3e bataillon fut dans le bourg même, avec le colonel. Nous nous trouvions à 3 lieues au plus des postes de l'armée anglaise qui occupaient les environs d'Almeida. Comme c'était la première fois que ces localités étaient occupées par l'armée française, nous fûmes très bien. J'étais logé chez un riche fermier que l'on appelait le Tio Redondo. Ce brave homme et sa femme n'avaient point d'enfants, mais avaient adopté une nièce qui, sous ses vêtements de paysanne, était jolie comme un amour. Elle n'avait que 14 ans, et était d'une innocence comparable à celle de cette Annette que Marmontel a su si bien nous peindre. Comme nous n'étions point habitués à faire de longs séjours dans les cantonnements, nous ne nous amusions pas à filer le parfait amour quand nous rencontrions quelques belles. Au bout de 2 ou 3 jours, je voulus, comme toujours, aller au fait, mais l'innocente à qui j'avais affaire, n'entendant rien à mes manœuvres, m'évita et finit par ne plus venir dans ma chambre lorsque j'y étais. Je cessai donc toute tentative et la regardai avec indifférence. J'étais prévenant pour l'oncle et la tante, qui, de leur côté, avaient 1000 attentions pour moi, et souvent, sans qu'ils pussent se douter que je les comprenais, je les entendais dire à leur nièce que j'étais bon enfant, fort honnête, et qu'ils me confieraient bien la maison. Je fis semblant de causer avec des voisines, et bientôt je vis que Manuelita me recherchait. Je ne doutais plus du gain de ma cause, et renouvelais si bien mes attaques, et avec de si bonnes dispositions, que je finis par faire goûter à ma jeune amante, et à goûter moi-même les plaisirs les plus délectables de l'amour. Jugez-en, une fille de 14 ans, jolie, ayant la fraîcheur de cet âge et une gorge naissante dure comme du marbre. Ce fut la femme de toutes celles que j'ai connues alors qui me coûta le plus de regrets lorsque je dus partir. Dans les premiers jours de mars, le maréchal Ney, ayant reçu les pièces de siège, les munitions et le matériel nécessaire pour le siège de Ciudad Rodrigo, nous reçûmes l'ordre de nous rapprocher de cette ville et d'arrêter les convois pouvant venir à la garnison du côté de la Castille. Nous allâmes à 2 lieues de Tamamès, occuper le village de Mayo, au milieu des bois et des montagnes, et où nous ne trouvâmes que des charbonniers. Combien j'eus de peine au moment du départ à consoler ma petite femme. Elle voulait à toute force me suivre, et tout avouer à son oncle et à sa tante, afin qu'ils me donnassent tout ce qu'ils possédaient pour que je restasse. Je ne parvins à la consoler qu'en lui assurant que nous n'allions faire qu'un détachement de 2 jours pour revenir ensuite. Le lendemain matin, je m'évadai comme je pus pour n'être pas témoin de ses larmes. Nous ne trouvâmes dans nos nouveaux cantonnements que des vieilles gens. Toutes les filles s'étaient sauvées dans les bois pour mettre leur vertu à l'abri. Mais les soldats du 69e organisèrent une traque qui nous ramena un bon nombre de ces divinités.
Des demoiselles qu'elles pouvaient être, elles devinrent immédiatement dames, sans avoir contracté le sacrement du mariage au pied des autels. J'étais logé dans une des belles maisons de Malio, et malgré cela, il fallait chaque jour faire la chasse aux poux pendant 2 heures. Si ce n'eût été les pluies continuelles, nous serions tous allés bivouaquer au milieu des champs. On paya au régiment la gratification de 100 000 francs que l'empereur avait accordée à chaque régiment ayant fait les dernières campagnes d'Allemagne. Ce fut le général Maucune qui donna la somme à notre conseil d'administration. Notre dépôt, qui avait touché l'argent à Luxembourg, le remboursa à son notaire. Il ne faut point être étonné en voyant ce général posséder une bourse si bien garnie. Il était du nombre de ceux qui servaient plutôt pour l'argent que pour la gloire, et il entrait parfaitement dans les vues de l'empereur, qui avait donné l'ordre à plusieurs généraux d'appauvrir l'Espagne le plus qu'il pourrait. L'empereur entendait bien d'ailleurs que ces sommes fussent versées dans les caisses de l'État, tandis que ces messieurs remplissaient leur coffre-fort. Si au moins ces sangsues eussent dégorgé de leur plein sur le pauvre soldat à qui il était dû 15 ou 20 mois de solde, elle lui aurait rendu service, ainsi qu'à la France qui s'épuisait à envoyer des fonds que les bandes espagnoles pillaient presque toujours. Mais il n'en était rien, et jamais épigraphe ne fut plus véridique que celle que les soldats crayonnaient un peu partout dans leur cantonnement. Espagne, trésor des généraux, ruine des officiers, tombeau des soldats. Certes, il y avait de nobles exceptions, mais pour un frérion, un nez, combien d'oiseaux de proie? Nous quittâmes enfin Maillot pour nous rendre à Tamamès, que nous trouvâmes toujours abandonné. Nos hommes, qui ne touchaient que de la farine avec laquelle, faute de four, il était impossible de faire du pain, commencèrent à démolir le village. Le 10 avril, nous quittâmes cette sale localité, où nous commencions à être fort mal, mais pour nous rapprocher de Ciudad Rodrigo. À partir de ce moment, il n'y eut pour ainsi dire plus de bons moments pour l'officier et le soldat pendant tout le temps que nous restâmes en Espagne. Le maréchal Masséna, prince d'Essling, vint prendre le commandement en chef des 3 corps d'armée, savoir le nôtre, toujours aux ordres du maréchal Ney, le 2e commandé par le général Régnier, et le 8e par Junot, duc d'Abrantes. Cette armée prit la dénomination d'armée de Portugal. Le maréchal Ney établit son quartier général à San Felices et le corps d'armée bloqua Rodrigo. Pendant plusieurs jours, on s'occupa de former les camps, de ramasser les vivres qui pouvaient se trouver aux environs. L'ordre était de construire des baraques pour se garantir de la pluie qui tombait continuellement. Mais ce fut difficile, car il fallait aller chercher le bois à plus de 2 lieues, et il était impossible de trouver de la paille. Les soldats n'arrivaient pas à se sécher. Le 22 juin, le régiment fut commandé pour ouvrir la tranchée. Nous partîmes vers 9 heures du soir. La nuit était noire, ce qui était une circonstance favorable pour se garder du feu de l'ennemi, mais bien incommode par ailleurs, car les alentours de la ville ne sont que rochers. Les outils entamaient difficilement le sol, et les pioches faisaient du bruit. Ce bruit éveilla l'attention des sentinelles ennemies, et le canon de la ville commença un feu au jugé, qui n'atteignit personne. Nos soldats travaillèrent avec tant d'ardeur qu'au lever du jour, la tranchée était faite. Les batteries de Rodrigo jetèrent feu et flamme, mais il était trop tard. Il est juste de remarquer que les batteries furent établies plus tôt que les pièces ne nous parvinrent, car les chemins étaient si mauvais qu'il fallut 2 mois pour leur faire les 16 lieues qui séparaient Rodrigo de Salamanque. Enfin, elles arrivèrent et les bordées commencèrent. Mais nous n'avions pas suffisamment de boulets pour que les canonniers puissent tirer à volonté. On mit à l'ordre que les soldats qui ramasseraient les boulets de l'ennemi et les porteraient au parc recevraient 10 à 30 sous selon le calibre. Les vivres arrivaient avec tant de difficulté que le pain qui parvenait au camp coûtait 25 sous la livre, et à peine pouvait-on donner demi-ration aux hommes. Pour se procurer un supplément de pain, nos soldats, toujours aussi ingénieux que braves, se réunissaient à 10 ou 12 et allaient se poster à 7 ou 800 pas en arrière de nos retranchements. La place ouvrait immédiatement le feu sur eux et ils ramassaient les boulets avec de grands éclats de rire. J'en ai vu qui étaient assez lestes pour se coucher lors du ricochet du boulet qui passait au-dessus d'eux, puis pour se relever d'un bond et courir après ensuite. Le 69e n'eut guère que 6 hommes blessés à ce jeu, et beaucoup gagnèrent près de 900 francs par jour. Les pluies ne cessèrent pas pendant 2 mois, et souvent les tranchées étaient remplies d'eau, et bien nos hommes étaient si endurcis à la fatigue et habitués aux intempéries qu'il n'entra pas 10 soldats du régiment aux hôpitaux pour maladie pendant toute la durée du siège. La brèche paraissant déjà praticable, le maréchal Ney envoya un parlementaire au général Erasti, gouverneur de la ville, pour le sommer de se rendre. Le gouverneur répondit que la place n'était pas en état d'être rendue et qu'il saurait épargner le sang quand le moment serait venu. Le feu recommença donc. L'artillerie des assiégés était servie par des canonniers très habiles. Le maréchal Ney s'en débarrassa au moyen de 800 tireurs choisis dans toute la division, dont il confia le commandement à un officier de son état-major, le capitaine François.
Ce dernier les fit exercer pendant 1 mois au tir à la cible. Puis, pendant la nuit, ils allèrent s'installer dans des trous à 20 pas les uns des autres, en face des embrasures et à 100 pas des murailles. 400 hommes restaient pendant 24 heures dans les trous, et toutes les nuits, à 2 heures du matin, 400 autres venaient les relever. Aussitôt qu'un canonnier paraissait auprès d'une pièce, il était presque aussitôt tué ou blessé, de sorte qu'à la fin du siège, ils étaient presque tous détruits. Les assiégés firent peu de sorties, quoique la garnison fût assez nombreuse, mais ils envoyèrent 600 hommes occuper un couvent de franciscains à droite de nos batteries, afin d'inquiéter les artilleurs. Le capitaine François, dont j'ai parlé plus haut, fut chargé d'enlever ce couvent avec 6 compagnies de voltigeurs de la division. Ma compagnie fut du nombre. L'attaque eut lieu de nuit. Les Espagnols s'étaient fortement retranchés, mais après avoir franchi les fossés, nous arrivâmes aux portes qui furent enfoncées à coups de hache. L'ennemi avait coupé les escaliers et faisait un feu de mousqueterie très vif par des créneaux percés dans les chambres hautes. Le capitaine François, entré le premier, fut tué d'une balle. Alors nos voltigeurs ne furent plus des hommes, mais des démons. Ils mirent le feu aux 4 coins du couvent. Les Espagnols, espérant toujours du secours de la ville, firent d'abord bonne contenance, mais lorsque les planchers furent atteints par les flammes, ils gagnèrent la toiture et demandèrent grâce. Il était trop tard, tous périrent, même ceux qui s'étaient jetés du haut du bâtiment. En dépit du feu de la place qui ne discontinuait ni le jour ni la nuit, on établit une batterie à 150 pas du rempart déjà battu depuis 8 jours. Bientôt, la brèche fut praticable pour une section de front et les sapeurs mineurs firent sauter la contrescarpe. Le 10 juillet, 4 soldats de bonne volonté se présentèrent pour aller reconnaître en plein jour et à la gueule des canons si la brèche était facilement abordable. 20 compagnies de grenadiers et de voltigeurs en grande tenue vinrent dans les tranchées, prêtes à s'élancer aussitôt que les 4 braves leur feraient signe. Tout le corps du maréchal Ney était sous les armes, car on croyait que les Anglais attendaient le moment de l'assaut pour se porter au secours des assiégés. Mais les 4 hommes qui s'étaient dévoués n'arrivaient pas près de la brèche que le drapeau blanc y fut abordé. La garnison, forte encore de 4000 hommes, défila devant nous en jetant ses armes et se rendit prisonnière. Tous s'étaient conduits en hommes dévoués à leur patrie. Quant aux Anglais, fidèles à leur coutume de n'attaquer qu'à coup sûr, ils se retirèrent derrière la place d'Almeida. On marcha incontinent sur Almeida, ville excessivement forte tant par sa position naturelle que par les travaux de l'art. Les voltigeurs eurent encore l'honneur de livrer les premières escarmouches aux avant-postes anglo-portugais, et nous enlevâmes 10 000 gerbes de blé que l'ennemi avait réunies non loin des remparts. Les voltigeurs du 69e furent à cette occasion vivement félicités par le maréchal Ney. Les camps furent établis à distance de boulets, et en 8 jours le matériel de siège fut réuni. Le régiment fut de nouveau de fête pour l'ouverture de la tranchée. Nous eûmes beaucoup plus de peine que devant Ciudad Rodrigo en raison de la nature du terrain, mais la réussite avait encouragé nos soldats et ils travaillèrent avec ardeur. Malgré cela, l'ouvrage fut bien moins régulier et nous perdîmes aussi beaucoup plus de monde. Tous les villages environnants étaient déserts, mais regorgés de grains. Ils furent répartis entre les divisions de façon que chaque régiment puisse faire son pain. Si un régiment comptait 1500 hommes dans le rang, 400 allaient moissonner, 200 battaient le grain, le moulaient, faisaient le pain, 400 travaillaient dans les tranchées, le restant étant occupé au service du camp ou faisant les détachements. Vous pouvez juger du repos qu'avaient nos soldats, sans cesse au travail sous un soleil brûlant, souvent éloignés d'une lieue de l'eau qu'il fallait aller puiser, dormant à peine et ne mangeant qu'un pain grossier fabriqué par eux-mêmes. Ah, pauvres soldats, toujours dévoués, toujours contents, ceux qui blâment tes peccadilles n'ont jamais vu ce que tu endurais. Nos canonniers avaient cette fois des munitions à discrétion, et ils faisaient un feu continuel et par bordée de 30 pièces à la fois. Malgré cela, il est bien certain que la place nous eût coûté beaucoup de temps et beaucoup d'hommes, sans l'heureux événement qui se produisit le 26 août. Ce jour-là, Masséna était venu voir les travaux du siège. Il était accompagné d'une jeune dame qui le suivait partout à cheval. C'était la femme d'un capitaine de dragons qui avait quitté son mari pour suivre le maréchal et que les soldats appelaient la poule à Masséna. Elle poussait des cris d'effroi à chaque détonation, bien qu'elle fût hors de portée, et cela faisait beaucoup rire nos vieilles moustaches. Masséna, irrité de la vivacité du feu de la ville, ordonna de placer quelques mortiers de plus et de redoubler nos coups. Le feu des assiégés diminua un peu. Chaque fois que le régiment n'était pas de tranchée, les officiers avaient l'habitude d'aller tous les soirs sur des rochers assez élevés pour voir l'effet des bombes. Vers 10 heures du soir, nous étions à notre poste, lorsqu'une commotion terrible ébranla la terre et nous renversa, en même temps qu'une colonne de feu et une fumée noire et épaisse s'élevaient au-dessus de la ville. Toutes les troupes prirent les armes. On ne doutait point que ce fût un magasin à poudre qui venait de sauter, mais on ignorait à quel endroit. Bientôt, un officier de l'état-major vint nous informer que l'explosion s'était produite dans Almeida et qu'on aurait le détail le lendemain.
Le feu de l'ennemi était à peu près éteint, et sommé de capituler à la pointe du jour, il se rendit aussitôt. Nous entrâmes en ville, et je fus témoin de ce que peuvent ces terribles poudres inventées par les hommes pour leur destruction. L'explosion avait été si violente que des 5 à 600 maisons dont se composait Almeida, il n'en restait plus qu'une vingtaine. Tout était détruit de fond en comble. Des pierres pesant plus de 1000 livres, des pièces de 12 et de 16 avaient été lancées à 300 pas de la ville. Des canons étaient coupés en plusieurs morceaux, des cloches énormes étaient fondues à moitié et tombées avec les clochers. 2000 habitants, pour se garer du boulet, s'étaient réfugiés dans les casemates. Ils furent ensevelis sous les décombres. De 6000 hommes de garnison, il en échappa au plus 2000. Les sentinelles étaient collées contre les murailles comme des mouches qu'on écrase. Des têtes, des bras, des jambes furent retrouvés à 1 lieue de la ville. Et pourtant, les survivants firent encore feu avec les quelques pièces qui restaient. La prise de ces 2 places était due au maréchal Ney qui en avait dirigé le siège et que les soldats avaient pu voir chaque jour dans les tranchées et aux hôpitaux. Malgré cela, la gloire n'en rejaillit pas moins sur Masséna qui commandait en chef, et les flatteurs appelèrent encore enfant gâté de la victoire le vieux renard qui n'était plus bon qu'à prendre des poules. Il est vrai que ce furent ses derniers trophées, comme on ne tardera pas à le voir.